Il y a des sons qui définissent une époque, qui capturent l'essence d'un lieu et d'un moment irrépétable de l'histoire. Dans la Pologne du milieu du XXe siècle, ces sons étaient le grincement des roues des wagons chargés de charbon, le rugissement étouffé des hauts fourneaux qui ne cessaient jamais, le sifflement des locomotives traversant des paysages teintés de gris par la suie perpétuelle. C'était un pays qui tentait de se reconstruire entre les cendres de la Seconde Guerre mondiale et les chaînes d'un régime communiste qui avait transformé chaque aspect de la vie quotidienne. La guerre avait laissé des blessures profondes dans la psyché polonaise, des blessures qui n'avaient pas encore cicatrisé 2 décennies après les derniers coups de feu. Près de 6 millions de citoyens polonais avaient péri, et ceux qui avaient survécu portaient le fardeau de souvenirs trop terribles pour être pleinement exprimés. Les villes industrielles du Sud, particulièrement celles situées dans la région connue sous le nom de Zagłębie Dąbrowskie et Haute-Silésie, représentaient le cœur battant d'une nation qui avait tout misé sur la production de charbon et d'acier. C'étaient les combustibles qui devaient alimenter le rêve socialiste, les matières premières qui devaient élever la Pologne des décombres de la guerre vers l'avenir promis de prospérité ouvrière. Les planificateurs communistes de Varsovie avaient décrété que l'industrie lourde serait le moteur du développement national, et les régions minières du Sud devaient porter le poids de cette ambition sur leurs épaules couvertes de poussière de charbon. Oh, ce bassin industriel s'étendait comme un organisme vivant de cheminées fumantes, de tours d'extraction minière et de quartiers ouvriers qui avaient grandi de manière chaotique autour des usines qui leur donnaient raison d'exister. Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Katowice. Des noms qui résonnaient avec le tonnerre des mines, le sifflement des locomotives chargées de minerais noirs et la fumée perpétuelle des fonderies qui ne dormaient jamais. Ces villes formaient un conglomérat urbain où les frontières entre une municipalité et une autre s'estompaient, où les blocs de ciment se succédaient sans fin, où les trottoirs poussiéreux reliaient les usines aux marchés, les écoles aux églises, les tavernes aux cimetières. C'était une terre de travailleurs, à d'hommes et de femmes qui se levaient avant l'aube pour accomplir des quarts épuisants dans les entrailles de la terre ou près des fourneaux incandescents des aciéries. Les hommes descendaient dans les mines avec des lampes sur leurs casques, respirant la poussière noire qui détruirait leurs poumons au fil des années. Les femmes travaillaient dans les usines textiles, dans les installations de transformation, dans les cantines industrielles, où elles nourrissaient les armées de travailleurs qui maintenaient en marche la machinerie du socialisme réel. C'était aussi une terre où l'État contrôlait tout, où la presse servait les intérêts du parti, et où la criminalité, selon la propagande officielle, était un phénomène propre aux sociétés capitalistes décadentes, quelque chose qui n'existait tout simplement pas dans la glorieuse République populaire de Pologne. Les appartements étaient attribués par l'État, les emplois étaient attribués par l'État, même les voyages à l'intérieur du pays nécessitaient des permis et des autorisations que l'État accordait selon des critères qui n'étaient jamais tout à fait clairs. Les gens vivaient dans des immeubles identiques, construits selon des plans approuvés par des bureaucrates à Varsovie, avec des murs minces qui laissaient passer les bruits des voisins, avec des ascenseurs qui étaient fréquemment en panne, avec des cours intérieures où les enfants jouaient parmi le linge qui séchait et les poubelles débordantes. C'était une vie austère mais prévisible, marquée par les files d'attente pour acheter des denrées alimentaires de base, par les célébrations obligatoires des fêtes communistes, par les réunions des comités de quartier
où la loyauté politique de chaque famille était subtilement surveillée. Mais la réalité trouve toujours un moyen de contredire la propagande. Et en novembre 1964, cette réalité commença à se manifester de la manière la plus terrible imaginable. L'air de cet automne était vif, chargé de l'humidité, s'élevant des rivières Spsemsa et Brinica, teinté de l'odeur sulfureuse émanant des cheminées industrielles qui ne se reposaient jamais. Le 7 novembre, une date qui allait bientôt être gravée dans la mémoire collective de toute une région, le corps sans vie d'une femme fut découvert dans le quartier de Dąbrówka Mała, dans la banlieue de Katowice. La découverte fut faite par un ouvrier rentrant de son quart de nuit, marchant le long des chemins de terre qui serpentaient le long des remblais ferroviaires. L'homme vit d'abord ce qui semblait être un ballot de vêtements abandonnés, peut-être des sacs vides qu'un passant avait laissés tomber. Il s'approcha, attiré par une curiosité qui allait bientôt se transformer en horreur. Ce qu'il trouva était le corps d'une femme, allongée face vers le haut, avec les yeux ouverts vers un ciel qui promettait la pluie. Elle s'appelait Anna Micek et elle avait 58 ans. C'était une femme travailleuse, une parmi tant d'autres dans cette région, qui consacraient leur journée au travail manuel et leur nuit à prendre soin des familles qui dépendaient de chaque zloty gagné avec effort. Elle avait quitté son travail cet après-midi-là, marchant vers sa maison par le même chemin qu'elle empruntait chaque jour, traversant des zones isolées près des remblais ferroviaires. C'était un itinéraire qu'elle connaissait par cœur, qu'elle avait parcouru des centaines de fois sans incident, ne soupçonnant jamais que ce serait la dernière fois que ses pieds parcouraient ce chemin familier. Personne ne la vit arriver chez elle, personne n'entendit ses cris, s'il y en eut. Quand ils la trouvèrent, l'horreur saisit ceux qui contemplèrent la scène. La scène du crime était un témoignage silencieux d'une violence qui dépassait tout ce que les enquêteurs locaux avaient jamais vu. Anna avait été sauvagement frappée à la tête avec un objet contondant, un instrument lourd qui avait impacté son crâne avec une force dévastatrice. Les blessures étaient concentrées à l'arrière de sa tête, suggérant que l'agresseur s'était approché par derrière, frappant sans avertissement, ne donnant à sa victime aucune chance de se défendre ou même de voir le visage de son tueur. Ce n'était pas un coup, ni deux, mais une pluie d'impacts qui avait laissé son visage méconnaissable, défiguré par la fureur d'un agresseur qui semblait avoir perdu tout vestige d'humanité. Le médecin légiste qui effectua l'autopsie décrirait plus tard les blessures comme parmi les plus graves qu'il ait jamais vues dans sa carrière. Le crâne avait été fracturé en plusieurs endroits, le tissu cérébral irréparablement endommagé par le traumatisme répété. La mort avait probablement été instantanée, ou presque, mais l'agresseur ne s'était pas arrêté là. L'autopsie révéla que l'agresseur l'avait frappée plusieurs fois, même après qu'elle était déjà morte, continuant l'assaut sur un corps qui ne ressentait plus la douleur, comme si l'acte de tuer n'avait pas été suffisant pour satisfaire quelque sombre impulsion qui le dominait. Ce comportement, que les criminologues appelleraient plus tard le surtuage, suggérait un agresseur animé par la rage, par la compulsion, par un démon intérieur, que même la mort de sa victime ne pouvait faire taire. Mais ce n'était pas tout, et ce que les enquêteurs découvrirent ensuite glaça leur sang d'une manière que le froid de novembre polonais ne pouvait expliquer. Le corps avait été traîné plusieurs mètres de l'endroit de l'attaque initiale,
laissant une traînée de sang sur l'herbe aplatie et la boue humide. Le tueur avait pris son temps avec Anna Micek, même après l'avoir tuée. Son manteau avait été déboutonné avec une méticulosité qui contrastait avec la violence de l'attaque. Ses jupes avaient été relevées, ses sous-vêtements retirés et jetés de côté. Ses parties génitales étaient exposées au froid de cette nuit de novembre, comme si le tueur avait voulu profaner sa dignité, même après lui avoir pris la vie. Il n'y avait pas de signe de viol au sens traditionnel, pas de preuve de pénétration sexuelle, mais la manipulation du corps était indéniablement sexuelle dans son intention. Un rituel macabre dont les enquêteurs ne pouvaient pas encore comprendre la signification. Les enquêteurs du ministère de la Défense, l'organisme qui en Pologne communiste s'occupait des affaires de police, initièrent une enquête routinière. Au début, les soupçons se portèrent sur le mari d'Anna Micek. C'était la procédure habituelle. Quand une femme était assassinée, le premier suspect était toujours l'homme le plus proche d'elle. Mais alors que le veuf restait en détention, alors que les interrogateurs essayaient d'extraire un aveu qui ne viendrait jamais, quelque chose d'inattendu se produisit. Quelque chose qui allait complètement changer la nature de l'enquête et plonger toute une région dans un état de terreur qui allait durer 6 longues années. Le 20 janvier 1965, à peine 2 mois après le meurtre d'Anna Micek, une autre femme apparut morte dans des circonstances effroyablement similaires. Elle s'appelait Ewa Pakan, et son corps fut trouvé à Szelać, une ville voisine de Katowice. Les similitudes avec le cas précédent étaient trop évidentes pour être ignorées. Des coups brutaux à la tête avec un objet contondant, profanation du cadavre, absence de vol, absence d'agression sexuelle, consommée au sens traditionnel, mais une intention claire d'exposer et de manipuler le corps, d'une manière qui suggérait des motivations de nature sexuelle de la part de l'agresseur. Les enquêteurs commencèrent à ressentir un frisson qui n'avait rien à voir avec l'hiver polonais. Quelque chose se passait dans cette région industrielle, quelque chose de sans précédent dans l'histoire criminelle de la Pologne d'après-guerre. Le 17 mars 1965, le schéma se répéta. Cette fois, la victime était Lidia Nowaka, assassinée à Będzin. Et à peine 2 mois plus tard, le 14 mai, une autre femme fut attaquée dans la même ville. Elle s'appelait Irena Szymańska, et elle survécut, gravement blessée, traumatisée, mais vivante. Son témoignage fragmentaire et teinté par le choc fournit les premiers indices directs sur l'agresseur. L'homme s'était approché d'elle par derrière, sans avertissement, sans aucune tentative de communication. Il l'avait frappée avec quelque chose de lourd, probablement un tuyau métallique ou une barre de fer. Elle était tombée au sol, étourdie mais consciente, et avait réussi à résister, à crier, à attirer l'attention des passants qui vinrent à son aide. L'agresseur avait fui avant de pouvoir consommer son agression. Irena ne pouvait pas le décrire précisément. Elle n'avait pas vu son visage clairement, mais elle était sûre d'une chose. Cet homme ne cherchait pas son argent, ni n'essayait de la violer au sens conventionnel. Il y avait quelque chose de différent dans son agression, quelque chose de rituel, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer, mais qu'elle avait perçu même dans ces secondes de terreur absolue.
Les mois qui suivirent apportèrent plus d'attaques, plus de morts, plus de peur. Chaque réunion de quartier devint un forum pour partager des rumeurs et des théories. Chaque cantine d'usine bourdonnait de spéculations sur l'identité du tueur. Chaque dîner en famille comportait des discussions sur les mesures de précaution et les plans de fuite. Les villes de Zagwembi et de Haute-Silésie furent submergées dans un climat d'hystérie collective que les autorités étaient incapables de contrôler. Les femmes ne marchaient plus seules après la tombée de la nuit. Elles s'organisaient en groupes, voyageant par paires ou par trois chaque fois que possible, ne s'éloignant jamais des rues principales bien éclairées. Les usines organisèrent des transports collectifs pour ramener leurs travailleuses chez elles, déployant des bus et des camions qui déposaient des groupes de femmes aussi près que possible de leurs immeubles. Les pères accompagnaient leurs filles pour tout déplacement qui nécessitait de traverser des rues désertes, quelle que soit la distance ou l'heure. Les jeunes hommes qui autrefois passaient leurs soirées dans les tavernes se retrouvaient maintenant réquisitionnés pour des tâches d'escorte, accompagnant leurs sœurs, leurs petites amies et leurs voisines du travail ou de l'école. La milice multiplia ses patrouilles, mais l'agresseur semblait posséder une capacité presque surnaturelle à échapper à toute surveillance. Il frappait et disparaissait, laissant derrière lui des corps et de la terreur, comme s'il pouvait se rendre invisible quand c'était nécessaire. Les enquêteurs étudiaient les schémas de ces attaques, essayant de prédire où il frapperait ensuite, mais le vampire semblait choisir ses terrains de chasse au hasard, ou selon une logique que lui seul pouvait comprendre. La presse, contrôlée par l'État, mais encore capable de certaines libertés dans la couverture des affaires criminelles, commença à parler d'un agresseur en série non identifié. Les journaux imprimaient des articles sur les attaques soigneusement formulés pour éviter le sensationnalisme, mais transmettant tout de même la gravité de la situation. Les rédacteurs marchaient sur une ligne fine entre informer le public et ne pas sembler critiquer l'incapacité du gouvernement à protéger ses citoyens. La propagande officielle, qui avait nié l'existence de la criminalité commune dans la société socialiste, se trouva incapable de cacher une réalité que tout le monde vivait. Les rumeurs se répandaient plus vite que tout bulletin officiel. On disait que l'agresseur était une créature surnaturelle, un vampire qui se nourrissait du sang de ses victimes. Il y avait ceux qui prétendaient avoir vu une figure sombre errant dans les rues la nuit, une ombre qui se déplaçait avec une vitesse inhumaine et qui disparaissait quand quelqu'un tentait de s'approcher. Les vieilles femmes qui n'avaient jamais oublié les contes populaires de leur grand-mère parlaient de Strigoi et d'Upiri, les créatures mortes vivantes de la mythologie slave qui se nourrissaient des vivants. Le surnom qui allait définir l'affaire pour toujours émergea organiquement de ces rumeurs. Le vampire de Zagwembi. L'image du vampire résonnait avec des peurs ancestrales, avec le folklore de l'Europe de l'Est, où les récits de créatures mortes vivantes qui se nourrissaient des vivants faisaient partie de l'imaginaire populaire depuis des siècles. Dans les villages et les petites villes de Pologne, les grands-mères racontaient encore des histoires de vampires pour effrayer les enfants et les pousser à l'obéissance. Les morts vivants étaient censés se lever de leur tombe la nuit, cherchant le sang des vivants pour soutenir leur existence contre nature. On ne pouvait pas les voir dans les miroirs, ils ne pouvaient pas traverser l'eau courante, ils étaient repoussés par l'ail et les symboles saints.
C'étaient des créatures des ténèbres, allergiques à la lumière du soleil, habitant dans les ombres, entre le monde des vivants et le royaume des morts. Ces croyances populaires avaient été officiellement rejetées par les autorités communistes comme des vestiges superstitieux du passé féodal, mais elles persistaient dans l'inconscient collectif, remontant maintenant sous la forme d'un surnom qui capturait quelque chose d'essentiel sur la terreur qui saisissait la région. Mais l'image du vampire servait aussi une fonction psychologique. Extérioriser le mal, l'attribuer à quelque chose d'inhumain, distancer les gens normaux de la possibilité qu'un de leurs voisins, un de leurs collègues, quelqu'un qu'ils pourraient croiser dans la rue chaque jour, puisse être le monstre qui semait la mort dans toute la région. Le vampire n'était pas l'un d'eux. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de l'extérieur, une force des ténèbres qui s'était abattue sur leur communauté pour des raisons que peut-être personne ne comprendrait jamais. Cette extériorisation était un mécanisme de défense, une façon de préserver la croyance que le monde était fondamentalement ordonné et sûr, que l'horreur était une aberration qui serait éventuellement contenue. Le 12 novembre 1965, exactement 1 an et 5 jours après le premier meurtre, un crime survint qui allait élever l'affaire aux plus hauts échelons du pouvoir politique. Cette nuit-là, une jeune femme nommée Jolanta Gierek fut attaquée et tuée alors qu'elle marchait près des voies ferrées à Dąbrowa Górnicza. C'était une soirée froide, et Jolanta rentrait chez elle après une réunion sociale, prenant un raccourci à travers un terrain que les habitants savaient quelque peu isolé, mais qu'elle avait traversé de nombreuses fois auparavant sans incident. Elle était jeune, vibrante, avec toute sa vie devant elle. Elle avait des projets, des rêves, la confiance de la jeunesse qui nous dit que rien de mal ne peut vraiment nous arriver. L'agresseur émergea des ombres sans avertissement, la frappant avec la même efficacité brutale qu'il avait démontrée dans ses crimes précédents. Son corps fut trouvé avec les mêmes caractéristiques que les victimes précédentes. Découpes brutaux à la tête, manipulation des vêtements, exposition des parties intimes, absence d'agression sexuelle conventionnelle. Le rituel était inchangé, la signature reconnaissable. Mais Jolanta Gierek n'était pas simplement une autre victime. Elle était la nièce d'Edward Gierek, qui à cette époque était le premier secrétaire du comité provincial du Parti communiste à Katowice et l'un des hommes les plus puissants de toute la Pologne. Un homme destiné, bien que personne ne le sache encore, à devenir le dirigeant suprême du pays dans quelques années seulement. Le meurtre d'une parente d'une figure aussi éminente envoya des ondes de choc à travers l'establishment politique. Ce n'était plus seulement un problème pour la police locale. C'était une affaire qui touchait les cercles les plus intimes du pouvoir. Le meurtre de Jolanta Gierek transforma l'enquête. Ce qui avait été une affaire de police régionale devint une priorité nationale. Des coups de téléphone furent passés à Varsovie, des réunions urgentes convoquées au plus haut niveau du gouvernement, des carrières soudainement mises en jeu. Le message d'en haut était clair. Cette affaire devait être résolue, et elle devait être résolue rapidement. Des ressources qui avaient été indisponibles auparavant furent soudainement mobilisées. Des enquêteurs experts furent amenés de Varsovie. Des hommes avec de l'expérience dans des affaires criminelles complexes qui portaient avec eux l'autorité du gouvernement central. Des laboratoires spécialisés commencèrent à analyser des preuves qui avaient auparavant été traitées avec des méthodes rudimentaires. Des scientifiques médico-légaux
qui avaient été assignés à d'autres tâches, furent redirigés pour se concentrer exclusivement sur l'affaire du vampire. La pression politique sur les enquêteurs devint immense, un poids qui allait déformer l'enquête d'une manière qui ne deviendrait apparente que des décennies plus tard. Trouver le vampire de Zagwembi n'était plus seulement une question de sécurité publique, c'était une question de prestige politique, de démontrer que l'État socialiste pouvait protéger ses citoyens, particulièrement ceux connectés à l'élite dirigeante. Un groupe de travail spécial fut créé, initialement appelé Anna, d'après la première victime, Anna Micek. C'était la première fois dans l'histoire criminelle polonaise qu'une telle unité spécialisée était assemblée pour une seule affaire. Le groupe de travail était composé d'enquêteurs triés sur le volet, des hommes qui avaient démontré des compétences exceptionnelles dans leur mission précédente et dont on attendait maintenant qu'ils apportent toute leur expertise à l'affaire la plus difficile de leur carrière. Ils travaillaient dans un bureau dédié, les murs couverts de photographies de scènes de crime, de cartes marquées des emplacements de chaque attaque, de graphiques tentant de trouver des schémas dans le chaos de la violence. Le groupe de travail compila ce qu'ils appelaient le profil professionnel du vampire, une liste de 483 caractéristiques que le tueur possédait vraisemblablement. C'était un travail pionnier, une première tentative de ce qui serait plus tard connu sous le nom de profilage criminel. Ils analysaient les schémas d'attaque, notant les heures du jour où les crimes se produisaient, et les jours de la semaine, les conditions météorologiques. Ils examinaient les types de victimes sélectionnées, cherchant des points communs qui pourraient révéler les préférences ou les vulnérabilités du tueur. De cette analyse, une liste de suspects de 267 hommes fut établie. Chacun de ces suspects fut enquêté en profondeur, leurs antécédents examinés, leurs alibis vérifiés, leurs mouvements suivis. C'était une tâche herculéenne, à une époque où les bases de données n'existaient pas, et où chaque vérification nécessitait des heures de travail manuel, des entretiens en personne, des lettres manuscrites envoyées à des autorités éloignées. Parmi les premiers suspects se trouvait un homme nommé Piotr Olszowy. Olszowy était un artiste, un peintre souffrant de schizophrénie, et qui correspondait à plusieurs des caractéristiques du profil du groupe de travail. C'était une figure solitaire, connue dans le quartier, pour son comportement erratique et ses visions artistiques intenses, parfois inquiétantes. Ses peintures représentaient des thèmes sombres, des images de violence et de souffrance que certains interprétaient comme des fenêtres sur un esprit perturbé. Lors des interrogatoires, Olszowy avoua être le vampire de Zagłębie. Il décrivit plusieurs des crimes en détail, fournit des informations qu'apparemment seul le tueur pouvait connaître, et accepta les charges contre lui avec un calme que les interrogateurs trouvèrent soit rassurant, soit troublant, selon leur interprétation. Son récit des meurtres était vivant, graphique, rempli de détails qui semblaient corroborer sa culpabilité. Les enquêteurs crurent avoir trouvé leur homme. La pression d'en haut fut immédiatement allégée. Le cauchemar semblait terminé. Mais quand les experts psychiatriques examinèrent Olszowy, ils conclurent que son aveu était le produit de sa maladie mentale, pas une admission de culpabilité réelle. Olszowy était sujet à la confabulation, à inventer des histoires et à y croire lui-même, à absorber des informations de son environnement et à les tisser dans des récits qui lui semblaient réels,
mais qui n'avait aucune base dans l'expérience réelle. Sa connaissance détaillée des crimes pouvait être expliquée par les rumeurs circulant dans la communauté ou par des informations que les interrogateurs eux-mêmes avaient involontairement fournies pendant l'interrogatoire. Son aveu fut considéré comme peu fiable et il fut libéré, bien qu'il restât sous surveillance. Les attaques continuèrent. En 1965 seul, il y eut 11 attaques confirmées attribuées aux vampires, dont 5 furent mortelles. Chaque nouvelle victime ajoutait au poids de la terreur qui s'était installée sur la région comme un brouillard perpétuel. Les survivantes, ces femmes qui avaient d'une manière ou d'une autre survécu aux rencontres avec le tueur, fournirent des témoignages qui peignaient un tableau terrifiant d'un agresseur méthodique, rapide et totalement sans pitié. Les femmes de Zagwembi vivaient dans un état de terreur permanente. Chaque bruit dans la nuit pouvait être le vampire qui approchait. Chaque craquement de plancher, chaque bruissement du vent contre une fenêtre, chaque aboiement d'un chien distant, tout devenait un présage potentiel d'horreur. Chaque homme étranger était un suspect potentiel. Les femmes se surprenaient à scruter les visages des hommes dans les tramways, dans les magasins, dans les rues, se demandant si celui-ci ou celui-là pouvait être le monstre qui avait assassiné leur sœur, leur voisine, leur collègue. Les usines changèrent leurs horaires pour éviter que les femmes ne quittent le travail après la tombée de la nuit, même quand cela signifiait accepter une productivité réduite et le mécontentement des planificateurs centraux. Les écoles organisèrent des accompagnements collectifs pour que les filles n'aient pas à rentrer seules chez elles. La région était devenue une prison où la moitié de la population, la moitié féminine, et ne pouvait se déplacer librement sans craindre pour sa vie. En 1966, le rythme des attaques sembla diminuer légèrement. Il y eut moins de meurtres, bien que les attaques sur les survivantes continuassent. Certains croyaient que le vampire avait quitté la région, qu'il s'était enfui vers une autre partie de la Pologne, ou même à l'étranger. D'autres pensaient que la pression policière commençait enfin à avoir un effet, que le tueur devenait plus prudent, que les patrouilles omniprésentes et la vigilance accrue de la population le forçaient à prendre moins de risques. Il y avait ceux qui spéculaient que le vampire avait satisfait quelques sombres pulsions qui le poussaient, qu'il s'était retiré de sa carrière de meurtrier aussi soudainement qu'il l'avait commencé. Les optimistes espéraient qu'il était mort, peut-être dans un accident, peut-être de cause naturelle, peut-être de sa propre main dans un moment de culpabilité ou de désespoir, mais le répit fut temporaire, une fausse aube qui ne fit que rendre la reprise de la violence plus dévastatrice. En 1967 et 1968, les attaques reprirent avec une fureur renouvelée. Le vampire semblait narguer les autorités, démontrant que malgré toutes leurs ressources, malgré toutes leurs enquêtes, malgré toutes leurs patrouilles et points de contrôle et agents en civil, ils restaient hors de leur portée. Chaque nouvelle attaque était une gifle pour les enquêteurs, un rappel de leur impuissance, une déclaration que le vampire continuerait son œuvre selon son propre calendrier, pas le leur. Le moral du groupe de travail commença à s'effriter. Des officiers qui avaient donc consacré des années de leur vie à l'affaire commencèrent à douter qu'ils réussiraient jamais. Certains demandèrent des transferts vers d'autres unités, incapables de supporter plus longtemps le poids de l'échec. En 1969, les enquêteurs étaient désespérés. 5 ans s'étaient écoulés depuis le premier meurtre,
et ils n'étaient pas plus près de capturer le tueur qu'au début. La pression des supérieurs était insupportable. Des carrières étaient en jeu. La crédibilité politique de tout l'appareil de sécurité était en question. C'est dans ce contexte que l'attention commença à se concentrer sur un suspect particulier, un homme qui était apparu sur la liste originale des 267, mais qui n'avait pas été enquêté en profondeur jusqu'alors. Il s'appelait Zdzisław Marszwicki. Le 4 mars 1970, une autre victime fut ajoutée à la sinistre liste. Jadwiga Kucianka, une critique littéraire respectée et intellectuelle, qui collaborait avec la revue littéraire silésienne, fut assassinée alors qu'elle marchait dans les rues de Bytom. Sa mort représenta un tournant, non seulement à cause de son statut social, mais à cause des circonstances qui suivirent. Le 11 mars, la milice reçut une lettre anonyme. Le contenu était bref mais glaçant. C'était le dernier meurtre, il n'y en aura plus, et ils ne m'attraperont jamais. L'expéditeur ne s'identifiait pas, mais le ton de la lettre suggérait qu'elle avait été écrite par le vampire lui-même. Et puis, dans la nuit du 14 au 15 mars, quelque chose se produisit qui ébranla les enquêteurs jusqu'au fondement. À Sosnowiec, Piotr Olsowi, le même homme qui avait avoué être le vampire et qui avait ensuite été libéré, assassina sa femme et ses 2 enfants à coups de marteau. La violence eut lieu dans l'obscurité de leur appartement familial, à ces heures où le monde est le plus calme et le plus vulnérable. Sa femme mourut la première, puis ses enfants, leurs jeunes vies éteintes, avant qu'ils puissent comprendre ce qui se passait. Après avoir commis ce massacre familial, Olsowi arrosa la maison d'essence, trempant les meubles, les murs, les corps de ses victimes. Il se trempa lui-même du carburant, puis craqua une allumette. L'explosion de flammes transforma l'appartement en un enfer qui illumina le ciel nocturne. Quand les pompiers parvinrent à éteindre les flammes et à récupérer les corps, ils trouvèrent les restes carbonisés d'Olsowi à côté des cadavres de sa famille. Et que le feu avait été si intense qu'il était impossible d'obtenir des empreintes digitales du corps calciné. On ne pourrait jamais savoir avec certitude si ces empreintes correspondaient à celles trouvées aux endroits où le vampire avait attaqué. La mort d'Olsowi plongea les enquêteurs dans une confusion totale. Avait-il été le vrai vampire? La lettre que la milice avait reçue, promettant qu'il n'y aurait plus de meurtre, avait-elle été écrite par Olsowi avant son suicide? La coïncidence temporelle était trop frappante pour être ignorée. Le dernier meurtre attribué au vampire, celui de Kucianka, avait eu lieu le 4 mars. La lettre était arrivée le 11, et Olsowi était mort le 15. S'il était le vampire, alors l'affaire était close, bien que de la manière la plus insatisfaisante imaginable. Mais s'il ne l'était pas, alors le vrai tueur était encore libre, et la lettre aurait pu être une moquerie cruelle, un geste de triomphe d'un psychopathe qui avait réussi à échapper à la justice. Les autorités se trouvaient face à un dilemme impossible. Elles n'avaient pas de preuves concluantes de la culpabilité d'Olsowi, mais elles ne pouvaient pas non plus l'exclure complètement. Et pendant ce temps, la pression pour clore l'affaire restait écrasante. Près de 2 ans passèrent sans que de nouvelles attaques attribuées aux vampires ne soient enregistrées. Pour beaucoup, cela semblait confirmer qu'Olsowi avait effectivement été le tueur. Mais pour les enquêteurs, particulièrement ceux qui avaient développé leur propre théorie sur l'affaire, l'absence de nouveaux crimes
n'était pas suffisante pour considérer l'affaire comme close. Parmi ceux qui refusaient d'abandonner se trouvait le capitaine Jerzy Gruba, qui avait dirigé l'enquête depuis 1965 et dont la carrière dépendait en grande partie de la résolution satisfaisante de l'affaire. La milice avait mis en place pendant ces années de terreur une série d'opérations sans précédent dans l'histoire policière polonaise. 100 femmes officiers de la milice furent recrutés pour servir d'appât, patrouillant les rues solitaires des villes touchées, avec des casques cachés sous des foulards et des châles, prêtes à affronter le vampire s'il apparaissait. C'était une stratégie risquée, exposant ces femmes courageuses au même danger que les citoyennes ordinaires, mais que les autorités considéraient comme nécessaire, étant donné l'absence d'autres pistes viables. Aucune de ces agents en civil ne réussit à repérer le tueur, ce qui suggérait que le vampire ait été extrêmement prudent, capable de distinguer les pièges potentiels, ou qu'il avait simplement cessé d'agir. Le nombre de patrouilles dans les rues avait été multiplié. Des points de contrôle avaient été établis sur les principales voies d'accès aux villes, et pourtant le vampire avait réussi à échapper à la capture pendant 6 ans. Gruba restait convaincu qu'il y avait un suspect plus prometteur qu'Olsowi, un homme qui apparaissait sur la liste des 267 et dont le profil correspondait mieux aux caractéristiques établies du vampire. Cet homme était Zdzisław Marszwicki. En novembre 1971, l'enquête prit un tournant définitif quand la milice reçut une lettre signée par Maria Marszwicki, l'épouse de Zdzisław. Dans cette lettre, Maria accusait son mari de l'avoir systématiquement maltraitée, elle et leurs enfants. Elle décrivait des épisodes de violence domestique, d'abus physiques et de comportements sadiques qui avaient transformé leur foyer en un lieu de peur et de souffrance constante. Mais Maria alla plus loin que signaler la violence domestique. Dans sa lettre, elle affirmait que son mari était le vampire de Zagłębie, le tueur qui avait terrorisé toute une région pendant 6 ans. Elle fournit des détails qui, prétendait-elle, prouvaient sa culpabilité, décrivit des objets qu'elle avait trouvés dans leur maison et qui correspondaient aux descriptions d'objets pris aux victimes, raconta des conversations dans lesquelles il lui avait prétendument avoué ses crimes. La lettre fut une bombe, la percée que les enquêteurs attendaient. Mais des questions allaient plus tard être posées sur les motivations de Maria. Était-elle une femme courageuse, s'exprimant enfin contre un agresseur et un tueur? Ou était-elle une épouse amère, utilisant l'enquête sur le vampire comme une arme dans un conflit domestique, faisant des accusations qu'elle savait ne pas pouvoir être vérifiées contre un homme qu'elle voulait détruire? La vérité peut se situer quelque part entre ces extrêmes, ou peut-être quelque chose d'entièrement différent. Les enquêteurs ne prirent pas le temps de considérer ces questions. Ils avaient besoin d'un suspect, et Maria leur en avait donné un. Le 6 janvier 1972, des agents de la milice se présentèrent au domicile des Marszwicki à Dąbrowa Górnicza et arrêtèrent Zdzisław. Selon certains témoignages, quand les agents entrèrent dans la maison, Marszwicki prononça des mots qui semblaient confirmer sa culpabilité. « Vous êtes venu dans 2 Volgas juste pour une personne. Combien êtes-vous » Ni plus, ni moins, le vampire a été attrapé. D'autres témoignages recueillis dans les archives judiciaires le citent disant simplement « Eh bien, enfin le vampire a été capturé ». Quelle que soit la version exacte de ces paroles, pour beaucoup de ceux présents cette nuit-là, l'aveu implicite était suffisant. Ils avaient
trouver le monstre. Zdzisław Marszwicki était né le 18 octobre 1927 à Dąbrowa Górnicza, la ville qui, des années plus tard, allait devenir l'épicentre de la terreur du vampire. Il venait au monde dans un monde déjà marqué par l'instabilité et les difficultés, un monde où les difficultés économiques de la Pologne de l'entre-deux-guerres jetaient de longues ombres sur les familles ouvrières. Il venait d'une famille dysfonctionnelle. Son père, Joseph, s'était marié 5 fois et avait eu 4 enfants de différents mariages, 3 fils et une fille. Le ménage était chaotique, marqué par les allées et venues des belles-mères, par les rivalités entre demi-frères et sœurs, par les absences d'un père qui semblait incapable de maintenir une vie familiale stable. Zdzisław grandit dans un environnement d'instabilité, de pauvreté et de violence. Il apprit tôt que le monde était un endroit dur, que l'affection était rare et peu fiable, qu'un homme devait veiller sur lui-même, car personne d'autre ne le ferait. Il montra peu d'intérêt pour les études et quitta l'école sans avoir son diplôme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut envoyé comme travailleur forcé dans des fermes à Prudnik, en Haute-Silésie. Selon les mémoires qu'il écrirait plus tard en prison, c'est durant cette période de travail forcé que ces tendances perverses se manifestèrent pour la première fois. Il fut surpris en train de commettre un acte de zoophilie par le propriétaire de la ferme où il travaillait et en conséquence fut arrêté, battu par la Gestapo et envoyé au camp de concentration de Blechhammer. Les horreurs dont il fut témoin et qu'il vécut dans ce camp ne furent jamais entièrement documentées, mais l'impact psychologique d'une telle expérience sur un jeune homme peut difficilement être surestimé. Il réussit à survivre à la guerre et retourna dans sa ville natale, où il travailla dans diverses professions liées à l'industrie métallurgique. Il épousa Maria et eut plusieurs enfants. Aux yeux de ses voisins, il était un homme ordinaire, juste un autre travailleur dans le bassin industriel, quelqu'un qui passait inaperçu dans la foule grise des villes ouvrières. Mais derrière cette façade de normalité, selon la version de l'accusation qui allait plus tard le poursuivre, se cachait un prédateur méthodique et impitoyable. Les enquêteurs qui croyaient en sa culpabilité pointaient vers de multiples éléments circonstanciels le reliant au crime. Tous les meurtres avaient eu lieu dans des endroits que Marszwicki connaissait, des zones où il avait travaillé ou où il avait des connaissances. Il vivait près de l'endroit où la première victime, Anna Micek, avait été assassinée. Dans sa maison furent retrouvés des objets qui appartenaient supposément à certaines des victimes, bien que la chaîne de conservation de ces preuves allait plus tard être remise en question. Un grand fouet fut aussi trouvé, prétendument utilisé pour des pratiques sadomasochistes, qui fut présenté comme l'une des armes des crimes. Marszwicki avait un casier judiciaire pour des infractions mineures, vol, bagarre, comportement antisocial. Il était connu pour son tempérament violent et pour maltraiter sa famille. Et il souffrait d'un nystagmus horizontal, un mouvement involontaire des yeux qui, selon certains témoins, lui donnait une apparence particulièrement troublante quand il était agité, ne montrant que le blanc de ses yeux. L'arrestation de Marszwicki ne fut pas la fin, mais le début d'un processus long et tortueux. Les interrogatoires se poursuivirent pendant des mois, menés dans les salles grises du quartier général de la milice, où l'air était épais de fumée de cigarettes et de l'odeur de la peur. Marszwicki nia sa participation au meurtre dès le premier moment, mais son comportement pendant les interrogatoires
fut décrit comme étrange et incohérent. Il était combatif par moments, passif à d'autres. Il répondait aux questions d'une manière qui semblait conçue pour confondre plutôt que clarifier. Parfois, il parlait de crimes supposément non révélés, confondant les enquêteurs, faisant allusion à des actes sombres qui n'avaient jamais été attribués aux vampires. Les provoquait-il? Était-il confus? Essayait-il simplement de leur donner ce qu'il pensait qu'ils voulaient entendre? Personne ne pouvait en être certain. Or, quand on lui présentait des documents à signer, il écrivait au bas des protocoles que c'étaient tous des mensonges. Il griffonnait des annotations dans les marges, protestant de son innocence d'une écriture à peine lisible. À un moment, il essaya même d'avaler l'un des documents, enfonçant le papier dans sa bouche avant que les gardes ne puissent le retenir. Pour les enquêteurs convaincus de sa culpabilité, ce comportement était la preuve qu'il essayait de cacher quelque chose. Pour ceux qui doutaient, c'était simplement la réponse d'un homme terrifié qui ne comprenait pas pleinement ce qui se passait. La décision de mettre Marchwicki en accusation ne fut pas basée uniquement sur son aveu ou sur les preuves matérielles trouvées dans sa maison. Un rôle crucial fut joué par les témoignages de sa propre famille. Maria Marchwicki et l'épouse qui l'avait dénoncée maintint ces accusations et les développa pendant les mois suivant l'arrestation. Mais encore plus accablantes furent les déclarations du fils de Marchwicki, également nommé Zedzisław, et de sa fille, qui témoignèrent que leur père leur avait avoué ses crimes, qu'il leur avait montré des objets pris aux victimes, qu'il avait détaillé ses méthodes macabres avec une fierté qui les horrifiait encore quand ils s'en souvenaient. L'impact des enfants témoignant contre leur propre père fut énorme. Si sa propre chair et son sang, les personnes qui le connaissaient le mieux, le croyaient capable de ces horreurs, alors sûrement il devait être coupable. Le tribunal accorda un grand poids à ces témoignages. Ces témoignages allaient plus tard être contestés. Après la condamnation de Marchwicki, ses enfants rétractèrent leurs déclarations, affirmant qu'ils avaient été contraints par leur mère et par la pression des interrogateurs. Ils dirent que Maria les avait soumis à un chantage émotionnel, les menaçant de conséquences s'ils ne coopéraient pas à la condamnation de leur père. Ils dirent que les interrogateurs avaient suggéré les réponses qu'ils attendaient, les avaient guidés à travers les témoignages avec des questions qui contenaient leurs propres réponses. Les rétractations arrivèrent trop tard. Marchwicki avait déjà été condamné et exécuté. Le procès débuta le 18 septembre 1974, plus de 2 ans après l'arrestation initiale de Marchwicki. Le lieu choisi fut le club des usines de Zinc Silesia à Katowice, un espace assez grand pour accueillir l'intérêt public extraordinaire que l'affaire avait suscité. Les installations avaient été adaptées pour l'occasion, avec des bancs disposés en rangées, pouvant accueillir des centaines de spectateurs, avec des tables pour les avocats et les procureurs, avec une plateforme surélevée où le tribunal devait présider les audiences. En raison de la notoriété de la procédure, seuls ceux qui avaient acquis des billets spéciaux étaient autorisés à entrer, comme si c'était un spectacle théâtral et non une procédure judiciaire. Les billets se vendaient tous les jours, et de longues files d'attente se formaient aux premières heures du matin devant le bâtiment, avec des gens prêts à attendre des heures sous la pluie ou le froid pour assister au procès du siècle. L'atmosphère dans la salle d'audience était électrique, chargée d'un mélange d'attente et de curiosité morbide et de désir de justice qui était presque palpable.
Des journalistes de toute la Pologne, et même quelques correspondants étrangers, occupaient les premiers rangs, prenant des notes frénétiquement, alors que les témoignages se succédaient. Le juge qui présidait était Władysław Hochman, et les procureurs étaient Joseph Gurgul et Zenon Kopinski, deux hommes qui avaient consacré des années de leur carrière à construire l'affaire contre Marszwiecki. Marszwiecki était défendu par les avocats Bolesław Andrysiak et Mieczysław Frelich, deux figures reconnues du barreau polonais qui faisaient face à la tâche presque impossible de défendre un homme que l'opinion publique avait déjà condamné. L'accusé principal faisait face à 23 chefs d'accusation, dont les plus graves étaient 14 meurtres et 7 tentatives de meurtre. Le procès fut une bataille prolongée et épuisante. Les témoignages se succédèrent pendant des mois, peignant un tableau complexe et contradictoire. L'épouse de Marszwiecki témoigna contre lui, décrivant des années de maltraitance et de comportements sadiques. Ses enfants témoignèrent aussi, bien qu'il serait révélé plus tard que leurs déclarations avaient été contraintes par leur mère. Des témoins circonstanciels placèrent Marszwiecki près de certaines scènes de crime. Des experts médico-légaux présentèrent des analyses des scènes, des armes prétendument utilisées, des schémas de comportement de l'agresseur. Mais il y eut aussi des témoignages qui contredisaient la version officielle. Aucune des femmes qui avaient survécu aux attaques du vampire n'identifia Marszwiecki comme son agresseur. Et les empreintes digitales trouvées sur les scènes de crime ne correspondaient pas à celles de Marszwiecki. Certains experts questionnèrent si le fouet trouvé dans sa maison pouvait avoir causé les blessures décrites dans les rapports d'autopsie. Ils le considéraient trop mou pour infliger des traumatismes aussi sévères. Le 28 juillet 1975, après un procès qui avait duré presque un an, le tribunal rendit son verdict. La salle d'audience était remplie à capacité, l'air lourd d'anticipation et de la tension accumulée de mois de témoignages. Zdzisław Marszwiecki fut reconnu coupable de 14 meurtres et 6 tentatives de meurtre et condamné à mort. Les mots tombèrent de la bouche du juge avec le poids de la finalité, chaque syllabe un coup de marteau scellant le destin d'un homme. Son frère Jan Marszwiecki reçut aussi la peine de mort pour son rôle dans le meurtre de Jadwiga Kucianka. Henryk Marszwiecki fut condamné à 25 ans de prison pour complot, en vue de commettre un meurtre. Quand le juge lut la sentence, Marszwiecki resta impassible. Selon certains observateurs présents dans la salle d'audience, il semblait résigné, comme un homme qui avait accepté son destin bien avant qu'il ne soit officiellement prononcé. Les appels furent déposés et rejetés. Les demandes de grâce furent refusées. Le système judiciaire polonais, tel qu'il fonctionnait sous le régime communiste, ne laissait pas de place au doute ni à la révision critique des verdicts. Le 26 avril 1977, à 9 heures du soir, au milieu d'un printemps qui commençait à peine à réchauffer l'air de Silésie, Zdzisław Marszwiecki fut exécuté par pendaison dans un garage spécialement préparé dans le complexe policier de Katowice. Les témoins officiels, un petit groupe de fonctionnaires et de médecins légistes, observèrent alors que le bourreau accomplissait sa fonction avec l'efficacité bureaucratique qui caractérisait tous les actes de l'État communiste. Le condamné fut amené dans le garage, les mains liées derrière le dos, le visage impassible selon certains témoins, résigné selon d'autres.
Le nœud coulant fut placé autour de son cou, ajusté par des mains expertes qui avaient effectué ce geste de nombreuses fois auparavant. Puis la trappe s'ouvrit, et le corps de Zdzisław Marszwicki tomba dans le vide. Le médecin présent attendit les minutes réglementaires avant de prononcer la mort. Puis le corps fut détaché et placé dans un cercueil simple, sans ornement, approprié pour un homme que l'État avait jugé indigne d'une mort honorable. 1 heure plus tard, dans un autre garage du même complexe, son frère Jan connut le même sort. Les 2 frères moururent à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre, sans pouvoir se voir une dernière fois, sans pouvoir échanger un dernier mot. Selon les protocoles officiels, les 2 exécutions furent menées sans incident. Les condamnés furent déclarés morts par le médecin présent, et les corps furent enlevés pour un enterrement immédiat. Les corps furent enterrés dans des tombes marquées uniquement par des numéros dans un cimetière spécial pour les criminels exécutés, un endroit sans nom ni signalisation publique, où l'État déposait ceux qu'il considérait indignes d'un enterrement normal. La tombe de Zdzisław portait le numéro 39 et se trouvait à côté de celle d'un autre tueur en série, Bogdan Arnold. En 1997, après l'abolition de la peine de mort en Pologne, ce cimetière fut détruit par décret du président Aleksander Kwaśniewski, et les restes furent exhumés et déposés dans des endroits inconnus, effaçant même la dernière trace physique de ces hommes dont l'État avait mis fin à la vie. L'exécution des frères Marszwicki mit officiellement fin à l'affaire du vampire de Zagłębie. Pour les autorités, l'affaire était close. Le monstre avait été capturé, jugé et exécuté. Justice avait été rendue. Les journaux imprimèrent des titres triomphants, célébrant la fin d'une ère de terreur. Les fonctionnaires qui avaient travaillé sur l'affaire reçurent des distinctions et des promotions. Le public fut assuré que l'État socialiste, malgré les retards et les difficultés, s'était finalement montré capable de protéger ses citoyens. Dans tout Zagłębie et la Haute-Silésie, les gens sortirent dans les rues avec un sentiment de soulagement qu'ils n'avaient pas éprouvé depuis des années. Les femmes qui avaient vécu pendant 6 ans dans une peur constante pouvaient enfin respirer. Les familles des victimes, bien que toujours plongées dans le deuil, avaient au moins le sentiment que justice avait été rendue, que l'homme responsable de leur souffrance avait payé le prix ultime. Le capitaine Jerzy Gruba, le principal architecte de l'enquête, monta rapidement dans la hiérarchie policière. Peu après la conclusion de l'affaire, il fut nommé commandant provincial de la milice à Katowice. Il allait plus tard devenir commandant général adjoint de la milice polonaise, atteignant le grade de général. Sa carrière avait décollé sur les fondations de l'affaire du vampire, et il allait passer le reste de sa vie professionnelle à récolter les fruits de ce succès. Ces fruits étaient-ils mérités? Ce succès était-il authentique? Étaient des questions qui ne seraient posées que lorsque son pouvoir aurait décliné, quand le système communiste qu'il avait élevé au pouvoir aurait lui-même commencé à s'effriter. Pour la population de Zagłębie et de Haute-Silésie, l'exécution de Marszwicki signifia un retour à la normalité, ou du moins à une version de la normalité qui portait encore les cicatrices des années de terreur. Les femmes marchaient à nouveau dans les rues sans la peur constante d'être attaquées, bien que beaucoup conservèrent des habitudes de précaution qui ne disparurent jamais complètement.
Les vieilles femmes qui avaient vécu ces années racontent qu'elles ont longtemps continué à accélérer le pas instinctivement quand elles entendaient des pas derrière elles, à regarder nerveusement autour d'elles quand elles traversaient des endroits isolés. Le traumatisme qu'elles avaient vécu ne pouvait pas être effacé par un décret ou une sentence judiciaire. L'ombre du vampire s'était dissipée, du moins semblait-il. Mais les doutes ne disparurent jamais complètement. Même pendant le procès, même alors que Martwicky attendait dans sa cellule le moment de l'exécution, il y avait ceux qui remettaient en question la solidité de l'affaire. Avec le passage des années, ces voix dissidentes devinrent plus fortes. Dans les années 1990, après la chute du communisme en Pologne, des informations commencèrent à émerger qui remettaient en question la légitimité du verdict. Il fut révélé que Zdzisław Marszwiecki n'avait jamais plaidé coupable des crimes. Tout au long de l'enquête, tout au long du procès, tout au long de son emprisonnement et de ses derniers jours, il avait maintenu son innocence. Il n'avait jamais admis être le vampire de Zagłębie, n'avait jamais avoué un seul meurtre, n'avait jamais accepté la responsabilité d'aucune des horreurs qui lui étaient attribuées. Les aveux qui avaient supposément été obtenus pendant les interrogatoires étaient, selon certaines sources, le produit d'une pression psychologique extrême et de manipulation. Le journal qu'il avait supposément écrit en prison, détaillant les meurtres avec une précision minutieuse, fut révélé comme une fabrication. Un codétenu, agissant sous les instructions des officiers de prison, avait dicté le contenu à Marszwiecki, qui savait à peine lire et écrire. Les empreintes digitales étaient un autre point crucial qui avait alimenté les doutes pendant des décennies. Sur aucune des scènes de crime ne furent retrouvées des empreintes correspondant à celles de Marszwiecki. La comparaison fut négative. Les lignes, arcs et tourbillons des empreintes trouvées sur les scènes ne correspondaient pas aux motifs des doigts de Marszwiecki. Cette donnée, potentiellement disculpatoire, fut minimisée pendant le procès et pratiquement ignorée dans le verdict. Il était également significatif qu'aucune des survivantes des attaques n'identifia Marszwiecki comme son agresseur. Les femmes qui avaient réussi à survivre au coup, qui avaient vu le vampire ne serait-ce que brièvement, furent appelées à témoigner pendant l'enquête et le procès. Quand on leur montra sa photographie, ou qu'on leur demanda de le désigner dans une parade d'identification, aucune d'entre elles ne le reconnut. Et un élément crucial semblait contredire l'identification de Marszwiecki comme le vampire. L'agresseur, selon les analyses des scènes, était gaucher, mais Marszwiecki était droitier. De profondes divisions émergèrent au sein de l'équipe d'enquête. Certains, menés par le général Gruba, étaient convaincus de la culpabilité de Marszwiecki et poussaient pour une condamnation. Ils pointaient vers les preuves circonstancielles, vers la chronologie des attaques, vers les objets trouvés dans sa maison, vers les témoignages de sa femme et de ses enfants. Pour eux, et l'affaire était suffisamment claire, et les lacunes dans les preuves pouvaient être expliquées par les limitations de la technologie médico-légale disponible à l'époque. D'autres, parmi eux les colonels Zygmunt Kalis et Stefan Tokarz, le lieutenant Zbigniew Gontarz et le procureur Leszek Polański, avaient de sérieux doutes. Ils avaient passé des années à travailler sur l'affaire, connaissaient ses détails intimement, et ne pouvaient ignorer les incohérences qui les troublaient. Ils croyaient que les preuves étaient insuffisantes,
que l'affaire avait été construite sur des fondations fragiles, que la pression politique avait déformé l'enquête d'une manière qui serait difficile à inverser. Les preuves d'empreintes digitales les troublaient profondément. Dans une affaire où le tueur avait laissé des empreintes sur de multiples scènes de crime, l'incapacité de faire correspondre ces empreintes à Marchwicki aurait dû être disqualifiante. La question de la latéralité les troublait aussi. Toutes les preuves suggéraient un agresseur gaucher. Et pourtant, Marchwicki était manifestement droitier. Ces dissidents étaient connus informellement comme les Kalissani, un surnom dérivé du nom du colonel Kallis. Leurs objections furent ignorées ou minimisées. Le système avait besoin d'un coupable, et Marchwicki était le candidat disponible. Une théorie encore plus sombre suggérait que toute l'enquête avait été contaminée dès le début par des intérêts politiques. Jan Marchwicki était un collaborateur des services de sécurité, un informateur qui opérait sous le nom de code de Janusz, fournissant des informations sur ses collègues, ses voisins, quiconque pouvait intéresser l'appareil répressif de l'État communiste. Sa connexion à la structure répressive de l'État polonais aurait pu compliquer l'enquête de manière qui ne furent jamais entièrement transparentes. Certains spéculaient que la condamnation de Zdzisław était un moyen pratique d'éliminer Jan, dont les activités comme informateur avaient généré des conflits internes dans les services de sécurité, sans avoir à révéler publiquement son rôle de collaborateur. Ces théories ne furent jamais prouvées, mais elles contribuèrent à alimenter la perception que le procès avait été un montage politique, un spectacle conçu pour calmer l'opinion publique plutôt qu'établir la vérité. L'intersection entre la criminalité commune et les machinations politiques fit de l'affaire du vampire un symbole des distorsions que le système communiste introduisait dans tous les aspects de la vie publique, y compris l'administration de la justice. Mais au-delà des implications politiques et juridiques, l'affaire pose des questions plus profondes sur la nature du mal, sur la capacité humaine à infliger de la souffrance à ses semblables, sur les mécanismes psychologiques qui peuvent transformer un homme apparemment ordinaire en un tueur impitoyable. Les psychologues et les criminologues, qui ont étudié l'affaire au fil des décennies, ont proposé diverses théories sur ce qui aurait pu motiver le vampire de Zagłębie. Le modus operandi du tueur suggérait une forme de violence sexuelle déplacée, où l'acte de tuer et de profaner le corps remplaçait le viol proprement dit. Cette paraphilie, techniquement connue sous le nom de meurtre lustrique ou meurtre pour plaisir sexuel, est l'une des formes les plus troublantes de violence criminelle, car elle combine l'agression mortelle avec la gratification érotique d'une manière qui est presque incompréhensible pour l'esprit humain normal. Le fait que le vampire n'ait jamais pénétré sexuellement ses victimes, mais ait toujours manipulé leur corps de manière sexuelle, suggérait que sa satisfaction ne venait pas de l'acte sexuel lui-même, mais du pouvoir absolu sur un être humain réduit à un objet, de la contemplation d'un corps féminin totalement à sa merci, du viol symbolique de la dignité la plus intime de ses victimes. Si Marchwicki était vraiment le vampire, alors nous devons nous demander quelles forces l'ont poussé à commettre ces crimes. Était-ce la brutalité de son enfance, l'instabilité d'une famille où le père s'était marié 5 fois, la pauvreté et la violence qui marquèrent ses premières années? Était-ce le traumatisme du travail forcé pendant la guerre, la déshumanisation qu'il vécut aux mains des nazis, les expériences dans le camp de concentration de Blechhammer
qui aurait pu casser quelque chose en lui de manière irréparable? Était-ce le ressentiment accumulé au fil des décennies de pauvreté et de frustration? La rage silencieuse d'un homme qui se sentait piégé dans une vie qu'il n'avait pas choisie, marié à une femme avec qui il maintenait une relation toxique, travaillant dans des emplois qui n'offraient aucun espoir d'amélioration? Ou y avait-il quelque chose de plus profond en lui, une obscurité innée qui aurait émergé dans n'importe quelle circonstance, un défaut dans l'architecture de sa psyché qui le prédisposait à la violence avant qu'il ne puisse prendre ses propres décisions? Ces questions n'ont pas de réponse définitive, et peut-être n'en auront-elles jamais. L'esprit humain reste en grande partie une énigme, et les motivations des tueurs en série sont particulièrement impénétrables, cachées dans les profondeurs d'esprit qui fonctionnent selon une logique que la normalité ne peut comprendre. Pour les victimes du vampire de Zagwembi, quel que fût le véritable tueur, le passage du temps n'a pas effacé la souffrance. 14 femmes perdirent la vie de manière brutale, inattendue, absurde. Leurs noms méritent d'être prononcés avec respect, et leurs histoires méritent d'être rappelées comme quelque chose de plus que de simples entrées dans un dossier criminel. Anna Mitek, la première victime connue, avait 58 ans et une vie marquée par le travail dur et le dévouement à sa famille. Ewa Pakan, quelques mois plus tard seulement, devint la confirmation qu'un tueur en série opérait dans la région. Lydia Novaka laissa derrière elle une famille dévastée, qui ne comprit jamais pourquoi leur fille, leur sœur, leur femme avaient été choisies pour mourir de cette façon. Jolanta Gierek, dont le nom de famille la liait au pouvoir, mais dont la mort démontra que le vampire ne respectait aucune hiérarchie sociale. Jadwiga Kuchanka, une intellectuelle respectée, dont la contribution à la littérature silésienne fut interrompue par une violence qui ne distinguait pas entre les ouvrières et les professeurs. Et 9 autres femmes dont les noms sont rarement mentionnés dans les récits journalistiques, mais qui furent également victimes d'une cruauté incompréhensible. Chacune d'elles avait des rêves qu'elle ne put réaliser, des mots qu'elle ne put dire, des étreintes qu'elle ne put donner. Chacune laissa un vide dans les cœurs de ceux qui l'aimaient, un vide qu'aucune sentence judiciaire, aucune exécution, aucun passage du temps ne peut combler. Elles étaient mères, filles, sœurs, épouses. Elles étaient des ouvrières rentrant épuisées d'écart dans les usines, avec des mains durcies par le travail et des pieds gonflés par les heures se passer debout près des machines. Elles étaient des étudiantes marchant vers leur maison, rêvant d'un avenir qui ne viendrait jamais, avec des examens à passer, des amours à vivre, des aventures à découvrir. Elles étaient des professeurs traversant la ville pour assister à des engagements académiques, portant dans leur sac les livres et les notes qui définissaient leurs passions intellectuelles. Leurs vies furent interrompues par une violence qui semble encore incompréhensible aujourd'hui, par un agresseur qui les réduisit à des objets de ses sombres impulsions, qui effaça d'un coup tout ce qu'elles avaient été et tout ce qu'elles auraient pu devenir. Leurs familles portèrent le deuil, le traumatisme, les questions sans réponse. Les parents qui enterrèrent leurs filles avant l'heure, inversant l'ordre naturel des générations, eux vécurent le reste de leurs jours avec une douleur qui ne s'atténua jamais complètement. Les maris qui rentraient dans des maisons vides, qui dormaient seuls dans des lits qu'ils avaient autrefois partagés, qui préparaient des dîners pour une personne alors qu'ils avaient autrefois cuisiné pour deux.
Les enfants qui grandirent sans mère, qui demandaient où était maman, et recevaient des réponses qu'ils ne pouvaient jamais pleinement comprendre, qui portèrent tout au long de leur enfance et adolescence le poids d'une absence qui n'était pas comme les autres absences. Certains de ces enfants devinrent eux-mêmes parents et durent expliquer à leurs propres enfants qui était la grand-mère qu'ils n'avaient jamais connue, comment elle était morte, pourquoi ces photos provoquaient des larmes dans les yeux des adultes. La transmission du traumatisme à travers les générations, c'est l'une des blessures les plus insidieuses qu'un meurtrier laisse derrière lui. Et 7 autres femmes survécurent aux attaques, mais portèrent avec elles les cicatrices physiques et psychologiques de ces agressions pour le reste de leurs jours. Leurs têtes conservèrent les marques des coups, des cicatrices que les cheveux pouvaient cacher, mais que les doigts trouvaient quand ils passaient leurs mains sur leur cuir chevelu. Leurs esprits conservèrent des images qu'aucun passage du temps ne pouvait effacer. Le son des pas approchant par derrière, le sifflement de l'objet contondant fendant l'air, l'impact qui les jeta au sol, l'obscurité qui les enveloppa alors qu'elles luttaient pour survivre. La région qui fut le théâtre de ces crimes a énormément changé depuis les années 60 et 70. Les mines de charbon qui définissaient l'économie de Zagłębie et de Haute-Silésie ont fermé ou drastiquement réduit leurs opérations, victimes de la transition économique qui suivit la chute du communisme et de la compétition mondiale qui a rendu de nombreuses exploitations traditionnelles non viables. Les tours d'extraction qui dominaient autrefois l'horizon ont été démantelées ou converties en monuments industriels, témoignages d'une ère qui n'existe plus. Les aciéries qui illuminaient le ciel nocturne avec leurs flammes se sont modernisées ou ont disparu, et l'air des villes est maintenant plus propre qu'il ne l'a été depuis des décennies. Les villes ouvrières se sont transformées en centres urbains plus diversifiés, avec des universités qui attirent des étudiants de toute la Pologne, avec des centres commerciaux où les familles passent leur week-end, avec des parcs et des espaces verts, où les enfants jouent sans soupçonner les horreurs dont ces mêmes rues furent témoins il y a un demi-siècle. Les hommes et les femmes qui vécurent la terreur du vampire sont maintenant âgés, leurs corps courbés par le poids des années, leurs souvenirs parfois obscurcis par l'âge, mais à d'autres moments douloureusement clairs. Beaucoup sont déjà morts, emportant avec eux des souvenirs que personne d'autre ne peut récupérer. Mais parmi ceux qui survivent, la mémoire persiste avec une intensité qui défie le passage du temps. Dans les décennies récentes, les techniques d'analyse médico-légale ont avancé de manière exponentielle. L'ADN, l'empreinte génétique qui était hors de portée des enquêteurs des années 60, est devenu un outil fondamental pour résoudre d'anciennes affaires et innocenter les personnes injustement condamnées. Des affaires qui semblaient insolubles ont trouvé des réponses des décennies plus tard, grâce à l'analyse d'échantillons biologiques conservés dans les archives policières. Cette révolution médico-légale a aussi atteint la Pologne, où plusieurs affaires historiques ont été révisées à la lumière des nouvelles technologies. Existe-t-il encore des échantillons biologiques des scènes de crimes du vampire qui pourraient être analysés avec la technologie moderne? Les vêtements des victimes ont-ils été conservés? Les objets trouvés sur les lieux des attaques? Les preuves physiques qui pourraient contenir du matériel génétique du vrai tueur? Si de tels échantillons existent et pouvaient être comparés avec l'ADN des suspects connus,
Le mystère qui tourmente la région depuis près de 6 décennies pourrait être définitivement résolu. Les enfants de Marshwiki, qui continuent à se battre pour la réhabilitation de leur père, ont demandé précisément cela. Que des analyses ADN soient effectuées sur toutes les preuves qui auraient pu être conservées, que la science moderne ait l'opportunité de confirmer ou d'infirmer le verdict de 1975. Mais il est probable qu'un demi-siècle de mauvais stockage, de destruction d'archives pendant les changements politiques des années 80 et 90, de négligence institutionnelle dans la conservation des preuves, a effacé à jamais la possibilité d'une clôture scientifique de l'affaire. Ce qui reste alors, c'est la mémoire fragmentaire, les récits concurrents, les interprétations divergentes d'un passé qui résiste à être pleinement compris. Un passé qui continue à générer des débats passionnés parmi ceux qui l'étudient. Ce qui reste est la douleur des familles et des victimes, qui n'ont jamais eu la certitude absolue que le bonhomme avait été puni, qui ont célébré l'exécution de Marshwiki, croyant que justice avait été rendue, mais qui se demandent maintenant si leur douleur n'a pas été instrumentalisée pour condamner un innocent. Ce qui reste est l'angoisse de la famille Marshwiki, qui porte le stigmate d'un nom de famille à jamais associé aux crimes les plus atroces de l'histoire polonaise contemporaine, mais qui en même temps nourrit le soupçon que leur père, frère, mari, fut la victime d'une injustice monumentale. Ce qui reste sont les rues de Zagłębie, transformées mais encore reconnaissables, où de temps en temps quelqu'un pointe une ruelle en disant « c'est là qu'ils ont trouvé l'une d'elles ». Ce qui reste est la littérature, les documentaires, les enquêtes journalistiques qui maintiennent vivant l'intérêt pour une affaire qui refuse d'être oubliée. Et ce qui reste, par-dessus tout, est la question qui flotte au-dessus de tous les protagonistes de cette tragédie, victimes et auteurs, enquêteurs et témoins, condamnés et juges. Qu'est-ce que la justice quand nous ne pouvons être certains de la vérité? La figure du vampire est aussi devenue un symbole des contradictions du système communiste polonais. Un régime qui prétendait avoir éliminé la criminalité bourgeoise, qui affirmait avoir créé une société libre des vices du capitalisme, était incapable de protéger ses citoyennes d'un prédateur qui opéra pendant 6 ans avec une quasi-totale impunité. Un système judiciaire qui proclamait son engagement envers la justice socialiste peut avoir condamné un homme innocent à mort, le sacrifiant sur l'autel de la convenance politique. Une force de police qui se présentait comme la défenseur du peuple travailleur était capable de fabriquer des preuves, de contraindre des témoignages, d'ignorer des preuves disculpatoires, tout cela pour produire un résultat qui satisferait les autorités supérieures. L'affaire du vampire de Zagłębie est, en ce sens, une fenêtre sur les dysfonctionnements structurels d'un régime qui allait définitivement s'effondrer moins de 15 ans après l'exécution de Marshwiki. Dans les nuits de Zagłębie, quand le brouillard industriel ne couvre plus les villes mais que les hivers restent longs et sombres, les aînés racontent encore des histoires du vampire à des petits-enfants qui peuvent à peine croire que quelque chose comme cela s'est passé dans leur quartier, dans les mêmes rues où ils jouent maintenant sans crainte. Ce sont des histoires qui mêlent l'horreur avec l'avertissement, la mémoire historique avec la légende urbaine, les faits documentés avec les embellissements qui accompagnent inévitablement chaque récit transmis de génération en génération. Les grands-parents baissent la voix quand ils arrivent aux parties les plus terribles, comme s'ils avaient peur que parler trop fort pourrait éveiller quelque chose qui devrait rester endormi.
Les petits-enfants écoutent avec les yeux grands ouverts, ressentant un frisson qui ne vient pas du froid extérieur, mais de quelque chose de plus profond, de cet instinct ancestral qui nous avertit des dangers qui rôdent dans l'obscurité. Le vampire de Zagwembi est devenu partie du folklore de la région, une figure qui transcende les faits vérifiables pour s'installer dans l'imaginaire collectif comme un symbole du danger qui rôde dans les ténèbres, de la fragilité de la sécurité quotidienne, de la capacité du mal à surgir sans avertissement dans les vies les plus ordinaires. Le vampire de Zagwembi continue de projeter son ombre sur la Pologne près de 6 décennies après le premier meurtre. C'est une ombre qui s'étend au-delà des crimes individuels, englobant des questions de justice, de politique, d'identité nationale. C'est un rappel que le mal peut surgir dans n'importe quelle société, sous n'importe quel régime, et que la réponse des institutions à ce mal définit en grande partie la qualité morale d'une nation. Les études académiques sur l'affaire remplissent les rayons des bibliothèques, des facultés de droit et de criminologie des universités polonaises. Des documentaires sur le vampire sont périodiquement diffusés à la télévision nationale, attirant de nouvelles générations de spectateurs qui découvrent avec horreur et fascination les événements d'un passé pas si lointain. Des romans et des œuvres de fiction inspirées de l'affaire se multiplient, certains respectueux des faits historiques, d'autres plus librement imaginés, tous contribuant à maintenir vivante la mémoire de crimes qui ont marqué un avant et un après dans la conscience collective polonaise. La Pologne a profondément changé depuis l'époque du vampire. Elle n'est plus un satellite soviétique, mais une démocratie consolidée, membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Un pays qui a connu un développement économique remarquable depuis la chute du communisme. Elle n'a plus la peine de mort, ni les procès truqués pour des considérations politiques. Son système judiciaire, bien qu'imparfait comme tous les systèmes humains, offre des garanties procédurales qui auraient été impensables sous le régime précédent. Mais le passé ne disparaît pas par décret. Les blessures que l'affaire du vampire de Zagwembi a laissées suppurent encore et continueront à suppurer tant que les doutes persisteront sur ce qui s'est réellement passé dans ces rues sombres, dans ces salles d'interrogatoire où des hommes désespérés cherchaient des réponses à tout prix, ou dans ce garage où un homme fut pendu pour des crimes qu'il a peut-être commis ou peut-être jamais commis. L'histoire du vampire de Zagwembi ne se termine pas avec l'exécution de Marszwiki, ni avec les réhabilitations posthumes que cherchent ses descendants. Elle ne se termine pas parce que chaque génération la revisite avec de nouvelles questions, de nouveaux outils, de nouvelles perspectives. Les criminologues l'étudient pour comprendre l'évolution des techniques d'enquête, analysant les succès et les erreurs d'une investigation qui s'est développée sans les ressources que nous considérons maintenant comme indispensables. Les historiens l'examinent comme un exemple des pathologies du système communiste polonais, un système qui privilégiait l'apparence d'efficacité sur la recherche sincère de la vérité, qui sacrifiait des individus sur l'autel des intérêts politiques, qui corrompait même les institutions supposément dédiées à la justice. Les juristes l'analysent comme un cas paradigmatique des garanties nécessaires dans tout procès judiciaire, en tirant des leçons sur l'importance de la présomption d'innocence, du droit à une défense efficace, de l'obligation de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Les psychologues tentent de reconstruire le profil du vrai tueur, qu'il s'agisse de Marszwiki, d'Olszowi ou d'une tierce personne inconnue,
appliquant des méthodologies développées des décennies après les crimes, pour essayer de comprendre l'esprit qui aurait pu concevoir et exécuter ces actes de violence extrême. L'héritage est un avertissement qui transcende les frontières et les époques, un rappel permanent que le mal existe et peut surgir à n'importe quel moment et en n'importe quel lieu, et que notre obligation en tant que société est d'être toujours vigilant, non seulement envers les prédateurs qui rôdent dans les ombres attendant leur prochaine victime, mais aussi envers les systèmes qui peuvent tragiquement échouer dans leur mission de nous protéger d'eux. Peut-être que certaines énigmes ne sont pas destinées à être résolues. Peut-être que l'affaire du vampire de Zagwembi restera pour toujours un mystère non résolu, un rappel des limites de la connaissance humaine et de la capacité du mal à échapper à la responsabilité que la justice exige. Les dossiers de la milice contiennent encore des contradictions qu'aucun chercheur n'a pu réconcilier. Les témoignages des témoins restent irréconciliables sur des points cruciaux. Les empreintes digitales ne correspondent toujours pas à celles de l'homme qui fut exécuté pour les crimes. Peut-être que la vérité fut enterrée avec les corps, dans des tombes non marquées, brûla avec Olsowi dans cet appartement de Sosnowiec, se dissipa dans la brume du temps qui efface lentement toutes les traces du passé. Le vampire de Zagwembi nous rappelle que la justice est fragile, que la vérité est insaisissable, que la certitude est souvent une illusion que nous construisons pour que le monde semble plus gérable qu'il ne l'est vraiment. Les femmes qui sont mortes dans ces rues sombres de Pologne méritaient mieux que la résolution incertaine que leur affaire a reçue. L'homme qui a été exécuté pour leur meurtre méritait soit la disculpation, soit la condamnation basée sur des preuves, ne laissant aucune place au doute. Ni les victimes ni l'accusé n'ont reçu ce qu'ils méritaient, et cet échec hante l'affaire jusqu'à aujourd'hui. Un spectre qui refuse de reposer peu importe combien d'années passent, ou combien de livres sont écrits, ou combien de documentaires sont filmés. L'obscurité qui enveloppa Zagwembi pendant ces 6 terribles années était plus que l'absence de lumière dans les rues mal éclairées des villes industrielles. C'était une obscurité morale, une obscurité institutionnelle, une obscurité qui permit à un tueur d'opérer avec une quasi-totale impunité et qui permit peut-être ensuite à un homme innocent de payer pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Or, c'était l'obscurité du silence officiel qui essayait de nier l'existence de criminels psychopathes dans la société socialiste. C'était l'obscurité des couloirs de la milice où les destins se décidaient sans considération des preuves. C'était l'obscurité des cellules où les suspects étaient interrogés jusqu'à ce que leur volonté cède. Cette obscurité ne peut pas être pleinement éclairée par les projecteurs de la connaissance historique, ni par les lumières des documentaires qui ont révisé l'affaire. Elle persiste dans les coins qui n'ont pas été explorés, dans les témoignages qui n'ont pas été entendus, dans les preuves qui ont été ignorées ou détruites, dans les dossiers qui restent scellés, dans des archives qui ne seront peut-être jamais ouvertes au public. Et dans cette obscurité habite encore le fantôme du vampire de Zagwembi, attendant peut-être que quelqu'un déchiffre enfin l'énigme de son identité et puisse, enfin, fermer un chapitre qui reste ouvert depuis trop longtemps. Le vampire de Zagwembi reste, attendant dans les ombres de l'histoire, un point d'interrogation, là où il devrait y avoir un point final, un mystère là où il devrait y avoir une clôture, une obscurité qui refuse de céder à la lumière de la compréhension, une blessure dans la mémoire collective d'une nation
qui n'a jamais complètement guéri et peut-être ne guérira jamais.